Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 6 février. C'est l'un des instruments privilégiés pour la mise en œuvre de la politique d'attractivité de la principauté. Le Monaco Private Label a dévoilé sa feuille de route ce matin au ministère d'État. Quelle est-elle? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Les transports représentent un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre en principauté. Alors que Monaco a de grandes ambitions en termes de neutralité carbone, le gouvernement déploie le réseau Monaco On. Il facilite la recharge des véhicules électriques. On vous explique comment ce soir dans ce JT. La Pristée, c'est terminé. Ce message, vous avez peut-être pu l'apercevoir car il vous concerne. Depuis le 31 janvier, plus aucun résident n'accède à Internet par le réseau cuivre, mais par la fibre. Martin Perronnier, directeur général de Monaco Télécom, nous expliquera comment cette bascule a été possible et quels sont ses avantages. Nous recevons également ce soir William Hyper. Il est sous-directeur de l'analyse criminelle à Interpol. Il est intervenu lors du colloque sur la lutte contre le blanchiment au musée océanographique. William Hyper partagera son expérience et le travail qu'il mène avec Interpol sur notre antenne. Mais avant de développer ses titres, Buckingham Palace a annoncé hier que le roi Charles III était atteint d'une forme de cancer. Suite à cette annonce, le prince Albert II et l'ensemble de sa famille ont exprimé leur soutien aujourd'hui au roi Charles III. Dans une dépêche adressée à Londres, le prince souverain écrit « Votre détermination, votre courage et votre franchise ont toujours été une source d'inspiration. Je suis convaincu que vous ferez preuve de la même bravoure dans cette épreuve précise. » Cette dépêche officielle. Nous évoquions la semaine dernière avec Frédéric Ginta l'attractivité de la principauté et les outils dont dispose Monaco pour attirer de nouveaux résidents, de nouveaux entrepreneurs et les inviter à s'installer durablement ici. Dans cet entretien, à retrouver sur nos réseaux sociaux, le délégué interministériel à la transition numérique et à l'attractivité mentionnait le Monaco Private Label. Une conférence de presse était organisée hier pour évoquer la feuille de route de cette structure qui a à sa tête depuis peu Chloé Leclerc. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Le Monaco Private Label, un club international de décideurs, d'hommes et de femmes d'affaires reconnus dans leur domaine. Le ministre d'État, Frédéric Ginta, et Chloé Boscagli-Leclerc ont dévoilé lors de cette conférence de presse la stratégie ainsi que la nouvelle gouvernance du Monaco Private Label. Ce réseau d'influence mondiale est composé de plus de 2000 membres, dont 1930 internationaux issus de plus de 60 pays, ainsi que 320 résidents monégasques. Le Monaco Private Label a été créé par le gouvernement en 2009. C'était un très bel outil d'attractivité. On voudrait en faire un vecteur d'intégration. C'est-à-dire qu'on va créer du lien et de la confiance avec des personnes extraordinaires du monde entier, des leaders économiques, de grands businessmen et women, pour leur montrer à la fois la valeur des personnes qui sont présentes en principauté, notre communauté internationale, mais également notre réseau de partenaires, les Friends of MPL, des partenaires locaux, pour montrer qu'il y a beaucoup de compétences en principauté, que c'est un endroit où il fait bon vivre. Mais ça, généralement, ils sont tout à fait au courant, puisque ce sont des personnalités qui ont déjà, évidemment, qui sont passées en principauté, ou voire même qui ont été touristes en principauté. C'est pour leur démontrer par A plus B à quel point il est tout à fait envisageable de venir s'installer à Monaco. L'objectif dans l'avenir est d'enrichir ce réseau et de créer un sentiment d'appartenance en proposant tout au long de l'année à ces leaders économiques internationaux des événements exclusifs en principauté, une vingtaine de rendez-vous autour par exemple de thématiques telles que le développement durable, l'investissement en principauté, l'intelligence artificielle ou encore autour d'événements comme le Grand Prix de F1, le Monaco Yacht Show, le Masters de tennis, sans oublier le jumping. Vendredi, le gouvernement princier dévoilera un nouveau plan mobilité et les grands axes de sa politique menée pour fluidifier, par exemple, l'accès de la principauté, mais aussi favoriser les déplacements propres intramuros. Nous recevrons d'ailleurs en ce sens la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron, dans notre JT vendredi. Avant cela, nous avons voulu connaître le moyen de déplacement que vous privilégiez. Voici vos réponses au micro de Vanessa Dessy. Le moyen de transport que j'utilise tous les jours, c'est le train. Pour venir de Cagnes à Monaco. Et je ne suis pas très satisfait, parce qu'il y a souvent des retards, souvent des trains annulés, souvent des trains bondés. Voilà. Non, moi je suis à pied essentiellement. J'ai pas le permis et du coup donc j'utilise beaucoup les transports en commun. C'est le bus, je prends pas la voiture parce que pour stationner, il faut descendre dans les parkings. Ça prend du temps, les bus, c'est fabuleux les bus. Mon moyen de transport, c'est le transport en commun.
parce que je n'ai pas le permis de conduite. Le train, pour moi, parce que je travaille à l'extérieur. À pied. Pourquoi? Parce que c'est plus proche. Le train. Le favori parce que c'est le seul moyen. Scooter, madame, parce que je n'ai pas le permis auto, c'est ça. Les pieds. Marchand. Le vélo. Pourquoi? Parce que ça ne pollue pas. L'autobus. Tout le monde, je crois. C'est très bien. Très pratique, ils sont précis, ils sont ponctuels, ils sont propres. Le vélo d'abord. Le vélo d'abord. Ah. Oui. Autobus. Ensuite, autobus. Les jambes. Mais voiture, la voiture. Voiture de sport, mais j'en ai pas. Dommage. À pied, en transport en commun, à vélo ou encore en voiture, à chacun son mode de déplacement. Certains ont fait le choix aussi de rouler à l'électrique. Ils sont nombreux à Monaco à avoir choisi cette option plus vertueuse. Depuis quelques années déjà, la principauté a développé le réseau Monaco On qui rend la recharge des véhicules électriques plus accessible. Christine Datomel, Olivier Bonello et Alexia Vial vous en disent plus. Aujourd'hui, la Principauté poursuit son programme de déploiement de bornes de recharge électrique, que ce soit aux abords de nos routes ou dans nos parkings publics. Ce programme vise à élargir l'offre de véhicules électriques en Principauté, notamment avec l'ouverture de nouveaux parcs. Rouler à l'électrique présente de nombreux intérêts. Le premier bénéfice, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre de la Principauté. Le transport, c'est un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre en Principauté. Donc, dès qu'une voiture passe à l'électrique, c'est des émissions de gaz à effet de serre en moins. Une borne comme celle-ci, vous voyez, il y a 2 véhicules qui peuvent se garer. Et aujourd'hui, c'est des bornes qui font de l'ordre de 17-18 charges par jour. Donc, qui ont une offre de charge très importante. On considère que l'infrastructure est correctement dimensionnée. Bien sûr, plus les véhicules électriques vont se développer, plus il faudra suivre cette offre de recharge. Aujourd'hui, on a 17 parkings qui sont équipés de zones Monaco On. En tout et pour tout, on a à peu près 350 bornes de recharge électrique dans les parkings publics. Au total, ça fait 1600 bornes plus prise de recharge électrique, si on comprend les bornes privatives. On est en cours d'ouverture d'une zone sur le parking du port de Fontvieille. On va ouvrir une nouvelle zone en 2024 au parking Saint-Charles. En plus de ça, dans les nouveaux parkings qui vont s'ouvrir en 2024, vous trouverez aussi des zones Monaco On, une centaine de places au parking de l'île Le Pasteur, une centaine de places au parking des Salines. Donc on a un programme de déploiement qui va permettre d'augmenter l'offre à la population pour les recharges électriques. Et puis pensez surtout aux bons gestes et aux bonnes pratiques, comme ne pas stationner plus de 5 heures sur les bornes Monaco On, ne pas se garer sur les places si le véhicule n'a pas un besoin réel de charge, et pensez surtout à débrancher et à déplacer votre voiture une fois le niveau de recharge atteint. Le 26e rallye Monte-Carlo historique touche bientôt à sa fin. On devrait connaître le nom du vainqueur dans la nuit de mardi à mercredi. Partie de Valence aujourd'hui, les participants sont arrivés aujourd'hui, en fin d'après-midi, à Monaco, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce soir, la dernière étape empruntant notamment le mythique col du Turini sera donc décisive. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre édition de demain. La Pristée, c'est terminé. Ce message, vous avez peut-être pu l'apercevoir, car il vous concerne. Depuis le 31 janvier, plus aucun résident n'accède à Internet par le réseau cuivre. Comment s'est opérée cette transformation? Qu'a-t-elle nécessité? Et quelles sont les prochaines étapes du processus? Pour le savoir, nous sommes en duplex avec Martin Perronnet, directeur général de Monaco Télécom. Bonsoir Martin Perronnet. Bonsoir Émilie Rousseau. Est-ce que l'on peut tout d'abord revenir sur l'origine de cette bascule? On va reprendre l'accroche de votre communication. Pourquoi la Pristée s'est terminée? Oh, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est des anciens réseaux. Ces réseaux n'existent plus en fait. Ils sont tous en train d'être décommissionnés à travers le monde. Nous, on le fait de façon ramassée. C'est normal. On est un petit pays très dense et donc on peut le faire. La France est en train de le faire. Ce sera fini d'ici 2030. D'autres pays l'ont déjà fait avant nous. Il y a plein d'autres raisons. La première, c'est que c'est un réseau qui est très peu écologique, le réseau cuivre. Il consomme beaucoup d'énergie. La deuxième, c'est qu'il est très peu performant. Il n'a jamais été fait pour transporter autant de données.
Et pour ça, il y a un réseau qui est vraiment très fort, c'est le réseau fibre, qui consomme à peu près 3 fois moins d'électricité que le réseau cuivre, qui est beaucoup plus performant parce qu'il a des débits jusqu'à 100 fois ce qu'on peut faire en cuivre. Et il est du coup maintenant le réseau qui est amené à se généraliser dans tous les pays. On l'entend, le réseau cuivre, même s'il était historique, arrivé en fin de vie. Exactement, il est arrivé en fin de vie et même les équipements qui le composent ne sont souvent plus maintenus et donc c'est même un danger pour la sécurité, pour la garantie de communiquer librement à Monaco. Oui, parce que l'usage des particuliers et des professionnels ne se résume plus à la simple conversation téléphonique et à l'usage d'Internet. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Alors, c'est surtout effectivement l'usage des réseaux sociaux, enfin de tout ce qui est data, hein, l'échange d'images, l'échange de vidéos, l'échange de textes qui a pris le pas sur la simple conversation voix et qui demande des réseaux très performants, très résilients, surtout extrêmement stables. Et c'est exactement ce que permet la fibre, surtout dans la façon dont elle a été développée à Monaco, puisqu'elle permet 10 gigas à chaque prise et donc elle est aujourd'hui un réseau particulièrement performant. Et cela a été compliqué, Martin Perronnet, de remplacer le réseau cuivre par la fibre ? Alors c'est un projet de longue haleine, c'est un projet qui a débuté en 2018, c'est un projet qu'on a patiemment déployé. Mais alors ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que au bout du compte, là, on vient d'arrêter la connexion du dernier particulier à Internet au travers du réseau cuivre. Et la fin de ce décommissionnement pour les particuliers à Internet a été extrêmement simple. Ça veut dire que tout le travail de préparation avant, tout le travail de communication avec les clients en amont de façon proactive, et puis la réaction des gens à Monaco a été extraordinaire. Et à la fin, on se dit toujours que ça va être le plus dur, et ici, ça a été vraiment le plus facile. Alors, les particuliers, c'est fait. Place maintenant aux entreprises, c'est ça ? Alors, les entreprises, ça a commencé déjà depuis de nombreux mois, on va dire quelques années, mais ça s'accélère aujourd'hui. On a une échéance extrêmement importante fin juillet. Fin juillet, on souhaite véritablement arrêter Internet par le cuivre pour les entreprises. Deuxième technologie qui est très sensible, vous savez, c'est tous les serveurs d'entreprise. Même le gouvernement en a un très important, le CHPG évidemment, enfin toutes les grandes institutions et surtout la plupart des entreprises ont des centraux téléphoniques qui leur permettent de gérer la communication par la voix avec l'ensemble des gens qui doivent les appeler. Ça, ces centraux-là, on est en train de les migrer vers une nouvelle technologie, une technologie IP, et on souhaite également arriver à terme d'ici à juillet pour également cette technologie-là. Et ça, c'est un gros challenge. Et il est nécessaire, hein, Martin Perronnet, de réaliser ces bascules au risque de perdre tout contact, tout réseau. Oui, c'est nécessaire et il est nécessaire de se mobiliser de façon très forte sur le sujet. J'ai vraiment conscience que c'est vraiment des efforts pour tout le monde et qu'on a parfois cette réaction qui est de dire mais pourquoi je le ferais? Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai. Et donc, c'est là qu'il faut effectivement comprendre que ne pas faire, c'est s'exposer à des risques qui sont importants. Et puis, c'est une décision, on va dire, aussi également du gouvernement et qui, je vais dire, nous oblige tous et on fait d'énormes efforts, l'ensemble des participants, hein, que ce soit nous, les clients et puis des intégrateurs qui sont souvent entre nous et les entreprises qui se démènent aujourd'hui pour réussir cette échéance. Martin Perronnet, c'est clairement le plus grand chantier de l'année 2024 pour Monaco Télécom ? Alors c'est un énorme chantier, mais on en a plusieurs autres, mais un qui arrive dans très peu de temps et dont on peut dire juste 2 mots. Nous allons accueillir par décision du gouvernement sur notre réseau mobile l'ensemble des opérateurs français. La bascule devrait se faire dans les semaines ou les mois à venir. Et donc, c'est pour nous une énorme responsabilité, beaucoup d'investissements à réaliser sur le réseau, puisque la capacité de ce réseau doit doubler pour être capable d'accueillir ces opérateurs. Donc, il concerne SFR, Bouygues Télécom et Free. Oui, on reviendra bien sûr dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de ce nouveau grand chantier qui vous attend. Merci beaucoup, Martin Perronnet, d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir. Merci Émilie Rousseau et à très bientôt. Chaque année, la Fondation Prince-Pierre récompense des auteurs, des compositeurs, des artistes pour l'ensemble de leur carrière, leur œuvre.
où leur livre Ces prix, remis par les membres des conseils littéraires, musicaux et artistiques de la Fondation, sont attribués à l'automne. Lors de cette soirée, un autre jury décernera son coup de cœur à un écrivain pour son premier roman. Il est composé de lycéens de la Principauté. Ils viennent de se réunir pour évoquer ensemble les ouvrages sélectionnés pour le prix 2024. Le reportage d'Anaïs Riu. Convoqués pour la deuxième étape du projet, les jeunes jurés des 3 lycées monégasques se sont tous réunis pour faire le point sur leur lecture des 7 ouvrages sélectionnés. Au programme, apprendre ce qu'est une critique littéraire, mais aussi réaliser un abécédaire pour préparer au mieux la prochaine étape. L'abécédaire, c'est un exercice classique en littérature. Aujourd'hui, chaque groupe de lecture par œuvre va essayer de trouver des mots-clés pour dresser une sorte de carte d'identité, à la fois encore à nouveau personnelle et collective, d'un roman, du roman qu'ils ont lu. Ils vont choisir donc 26 mots qui peuvent représenter un thème du livre, qui peuvent représenter une émotion, un avis. Et ça va nous donner une première lecture des romans qui se détachent dans le groupe de 7 romans. Une étape essentielle dans l'avancement du projet, mais aussi complémentaire au cours de français, puisqu'elle permet aux élèves d'argumenter leur choix, ce qui est au programme de seconde. Par groupe, les jurés ont débattu sur les mots-clés du livre à garder. On se base sur le livre qu'on a lu, donc nous on a lu La Maison Vénéneuse et on va pouvoir écrire sur des thèmes, des personnages et en fait tout ce qui nous vient un peu à la tête avec toutes les idées et tous les mots qui nous viennent par rapport au livre. Le premier mot qu'on a trouvé c'était les Alpes parce que le décor il se passe là-bas donc toute l'histoire se déroule dans les Alpes et on trouvait ça important. En fait quand on lit le livre, on le ressent, c'est ça, c'est les émotions qu'on reçoit quand on lit le livre. Le mot que je retiens le plus, c'est simplicité, parce que en fait, c'est justement ces 4 personnes qui se racontent un peu leur vie après leur journée de travail, au milieu de leur vie justement. C'est comme nous en fait, voilà. On porte plus d'attention à cette lecture-là parce que en fait, on se met à la place de cette personne qui écrit un de ses premiers livres, ou même son premier livre. Et en fait, on se dit que c'est une grosse épreuve, quoi, et qu'il faut avoir un jugement assez tolérant. La tolérance sera justement primordiale pour la 3e étape qui aura lieu en avril prochain, où les élèves devront réaliser une critique littéraire sous forme de capsule vidéo. Dans le reste de l'actualité en Principauté, le prince Albert II a inauguré ce matin le centre Auto-Neuro Monaco, situé dans le quartier de Fontvieille. Ce centre est entièrement dédié aux troubles de l'audition et de l'équilibre et bénéficie d'un plateau technique unique. Le prince souverain a pu s'en rendre compte en visitant les lieux. Il était guidé par le président fondateur du centre Auto-Neuro Monaco, le docteur Pierre Lavagna, qui a pu rappeler les bases sur lesquelles s'appuie son centre, la prise en charge complète des patients et la recherche. Nous vous en parlions dans notre édition de lundi. L'Institut monégasque de formation en profession judiciaire vient d'organiser en Principauté un colloque sur la lutte contre le blanchiment. Plusieurs intervenants de haut niveau y ont participé, à l'image de Jean-François Bonner, procureur de la République financier, ou de Grégory Coleman, agent spécial du FBI, qui a notamment enquêté sur la célèbre affaire du loup de Wall Street. William Hyper a également pris part à ce colloque. Il est sous-directeur de l'analyse criminelle à Interpol. Il est notre invité ce soir. Bonsoir William Hyper. Bonsoir. Un mot sur ce colloque. Il réunit de nombreux experts internationaux dont vous faites partie. C'est un rendez-vous de qualité pour évoquer ce thème de la lutte contre le blanchiment. Alors oui, effectivement, j'ai l'honneur d'avoir été désigné pour participer à ce colloque qui a été organisé par le secrétariat d'État à la justice et ce nouvel institut de formation au métier judiciaire de Monaco en tant que représentant d'Interpol, donc cette organisation de police qui a un rôle mondial en matière de lutte contre la criminalité financière, qui était le sujet aujourd'hui de ce colloque. Quelle est la valeur de ce colloque selon vous? Il peut donner des clés dans cette lutte? Alors Interpol est une organisation internationale de police et il est vrai qu'en matière de criminalité organisée et de criminalité financière également, la coopération internationale
entre plusieurs pays est essentielle, parce qu'aujourd'hui, cette criminalité est nécessairement, je dirais presque par substance, par nature transnationale. Et Interpol, qui est une institution qui compte aujourd'hui 196 membres, dont Monaco, est en mesure d'apporter son soutien à la fois en termes d'accès à des bases de données spécialisées, de fichiers d'analyse criminelle, mais également d'analyse et de support opérationnel, y compris en matière de criminalité financière, puisque en 2022, Interpol s'est doté d'une direction spécialisée, d'un centre spécialisé en matière de criminalité financière et de corruption. Alors comment se traduit ce travail, cette coopération policière entre tous les États membres d'Interpol ? En fait, il y a la coopération, je dirais, classique, c'est-à-dire que tout État membre peut solliciter d'Interpol un support en termes de consultation, de croisement de données pour vérifier si un individu, une société ou un bien est connu des fichiers d'Interpol sur la base des contributions des autres pays membres. Ça peut également être un appui en termes de diffusion parce que l'un des services clés très connus généralement du public d'Interpol, c'est la diffusion de notices, notamment de notices rouges qui visent la recherche de fugitifs, de criminels recherchés et de terroristes partout dans le monde. Donc ce sont des services qui sont proposés aux pays membres de manière générale et plus spécifiquement en matière de criminalité financière. Interpol propose la participation à des projets spécifiques ou une mise en relation de pays en matière par exemple de blocage de fonds dans le cadre d'infractions d'escroquerie qui ont permis un virement frauduleux. Grâce à son système de communication 24/24 et 7 jours sur 7 d'Interpol, on peut transmettre à un pays dans lequel des fonds sont arrivés frauduleusement, la sollicitation du pays où se trouve la victime pour bloquer les fonds et lui être restitués. C'est un des dispositifs, par exemple, qu'Interpol offre à ses pays membres. Et on l'entend dans vos propos, Interpol joue un rôle capital donc, dans cette lutte. Alors, joue un rôle capital, d'autant à nouveau que il n'y a pas d'enquête dans ce domaine qui n'a pas de rayonnement international. Et pour qu'un pays puisse lutter contre des phénomènes de blanchiment parfois complexes où les criminels auront compris les rouages et les utiliseront en support de leur activité criminelle, il est essentiel que les pays membres puissent coopérer, parler le même langage et utiliser les mêmes outils. Et c'est ce qu'Interpol propose depuis maintenant 100 ans. Et donc oui, je considère qu'Interpol joue un rôle important dans ce dispositif global. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Tous les pays possèdent aujourd'hui tous les outils en main pour lutter contre ce type de criminalité financière. Alors, Interpol travaille en étroite coopération avec ses 196 pays membres. Tous ont des législations spécifiques et sont souverains en leur État. Donc, avec le rôle, l'appui qu'Interpol va pouvoir proposer, c'est d'essayer de faire comprendre entre deux pays qui veulent coopérer ces différences, ces difficultés. Et chacun ensuite choisira. En termes de législation, évidemment, il n'appartient pas à Interpol de juger la qualité ou l'efficacité d'un régime législatif dans un pays, mais de l'aider à coopérer malgré ces différences. Et comment qualifier les relations que Interpol et Monaco entretiennent ? Alors Monaco est un État membre depuis 1950, donc fait partie des États membres déjà anciens. Et c'est vrai que l'idée même de coopérer est déjà très ancienne. Et la première réunion internationale de police qui avait préfiguré la création d'Interpol, suivie ensuite d'une autre convention en 1923, c'était déroulé en 1914 à Monaco même. Donc on est sur une terre, je dirais, où cette idée de coopération internationale est née et c'est un plaisir d'avoir l'occasion d'intervenir ici pour présenter Interpol. Et Monaco participait dernièrement également à l'Assemblée générale en décembre dernier. William Hyper, en introduction, la secrétaire d'État à la justice, Sylvie Petit-Leclerc, a rappelé que ce colloque est important pour démontrer que Monaco, l'État, la justice et la police ou encore les banques sont complètement impliqués dans la lutte contre le blanchiment. Selon les propos que vous avez entendus, vous, à l'occasion de ce colloque, est-ce que ce sont des dires que vous confirmez de par votre regard extérieur ? Il m'est difficile de confirmer ou d'infirmer les propos de Madame le secrétaire d'État. Interpol, dans sa vocation même, doit pouvoir respecter à nouveau les législations nationales et différences et accompagner les pays dans leur coopération. Maintenant, il est évident que nos pays membres s'impliquent énormément, tant les services de police que les services de justice et également le secteur privé qui peut bénéficier, à l'instar du secteur financier, y compris d'ailleurs les cellules de renseignement financier, à des services proposés par Interpol. Donc en tout cas, depuis Interpol, on voit une mobilisation globale des acteurs. Eh bien, merci beaucoup William Hyper d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info à l'occasion de ce colloque de lutte contre le blanchiment qui s'est déroulé donc sur 2 jours au musée océanographique. Merci infiniment. Et merci à vous également.
Avant de jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo, un mot sur le podcast Monaco Info qui vient de s'enrichir de 3 nouveaux invités. L'homme d'affaires et administrateur du groupe Monte Carlo SBM, Fabrice Larue, le président fondateur de la Fondation Flavien, Denis Macario, et l'entraîneur, ancien joueur de l'AS Monaco, Claude Puel, se sont livrés au micro de Geneviève Berthy. Ils sont à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute en ligne. Bonsoir Alban Jean-Jean, on vous retrouve pour la météo. Quelles sont les prévisions pour la journée de mercredi, Alban ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, un temps nuageux sur la principauté avec de courtes éclaircies. Le soleil se montrera moins timide l'après-midi avec un ciel dégagé. Les températures varieront de 10 à 14 degrés. Et en ce mercredi 7 février, nous fêterons les Eugénies. Et dès ce soir débute également la journée mondiale sans téléphone. 3 jours pour tenter de décrocher une coupure parfois nécessaire qui peut s'avérer être un défi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et Frédéric Nébinger. Ils étaient à l'arrivée de l'avant-dernière étape du rallye Monte Carlo historique. Une arrivée sur le port Hercule alors que l'on devrait connaître le nom du vainqueur de cette 26e édition. Dans la nuit de mardi à mercredi, nous y reviendrons évidemment demain sur notre antenne. Passez une très belle soirée sur Monaco Info.